Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 106e Sitrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Et puis, bon été pour commencer. Alors avec ce nouveau format, nous allons essayer de durer seulement 30 minutes. On va partir sans Ouais. transition sur la Palestine, avec Mhm. des problèmes toujours pour les Palestiniens, notamment à Jérusalem, dans plusieurs quartiers. Tu vas nous en parler, des maisons qui continuent à être envahies, certaines détruites. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, effectivement, il est important aussi de se rappeler les dernières victoires du peuple palestinien avec, au cours des 11 jours de résistance à l'agression israélienne pendant le Ramadan, et pendant donc le mois de mai et juin, qui ont instauré un rapport de force différent en fait entre les Palestiniens et les Israéliens, qui ont mis effectivement l'occupant israélien devant un fait important qui est qui est la détermination des Palestiniens à libérer leur pays, à en finir avec non seulement avec l'occupation, avec l'apartheid, etc. Et on a vu à la suite de ça qu'il y avait un certain nombre d'occupants israéliens, de colons qui ont commencé à quitter à Lod, qui ont commencé à quitter Haïfa et Yafa. Ce sont, je rappelle, la partie de la Palestine qui a été déjà occupée en 48 et que les Israéliens ont pensé que c'était tout cuit. Il y a eu une vague d'arrestations très très importante dans cette région, dans ces territoires. Près de 2000 Palestiniens ont été arrêtés. Une vague aussi d'offensive des Israéliens ou de l'armée d'occupation contre les villes en Cisjordanie, contre les villes, contre Gaza. Il y a eu aussi des bombardements du nord de Gaza et du sud de Gaza, en fait. Ils disent que ce sont des centres de la résistance palestinienne ou des centres de Hamas. Donc, vraiment, l'agression continue, malgré le fait qu'il y ait eu un accord suite à la médiation de l'Égypte et du Qatar, qui ont vraiment attiré la résistance palestinienne à signer ce cessez-le-feu. Et là, l'escalade aussi très importante au sein de Jérusalem, la ville de Jérusalem. Donc tous les jours, il y a une invasion de la mosquée Al-Aqsa par les colons, mais aussi les colons ont commencé à envahir aussi, les colons comme l'armée ont continué à envahir les habitations de Sheikh Jarrah. En fait, c'est le quartier habité par les Palestiniens, et de Alwan aussi, qui est un autre quartier aussi que les colons visent à occuper, et ils essayent de pousser les Palestiniens en dehors de leurs maisons, en dehors de leurs terres, par des agressions quotidiennes. Ils agressent les enfants. Donc là, la dernière escalade a eu lieu cette nuit, lorsque les colons ont agressé 4 fillettes qui étaient dont les âges entre 9 ans et 14 ans, en train de faire la danse palestinienne, en fait, de s'entraîner pour la danse palestinienne Al-Dabqi. Et donc, ils les ont arrosés comment dire, le gaz au poivre,
Il y a eu des enfants qui ont été kidnappés. L'armée et la police israélienne ont commencé à agresser les gens à l'intérieur de chez eux. Ils ont balancé les bombes lacrymogènes à l'intérieur des maisons. Et donc, c'est une escalade qui a duré toute cette nuit pour pousser les gens à sortir et à partir. Et là, ça continue. C'est bien sûr l'ensemble des Palestiniens se regroupent autour des habitants de Jérusalem. Et nous sommes tous, d'ailleurs, nous les soutenons tous. D'un autre côté, l'État israélien, on voit clairement qu'il continue aussi sa répression contre les civils et contre les Palestiniens, alors que en fait le bilan de la dernière fois qui a été presque 280, où il y a eu pratiquement 63 enfants qui en ont fait qui ont été massacrés en fait par cette agression. Bon, maintenant, pardon, 36 qui ont été massacrés et qui a été en fait qui ont fait l'objet de la comment dire d'une condamnation du monde entier, hein, et du mouvement du monde entier. Eh ben les Israéliens persistent et signent et continuent. Comme on en parlait aussi, c'est un petit peu à l'ombre du nouveau gouvernement ou ancien gouvernement. Oui, La ce que donne ne change pas j'allais en pour parler. les Donc, Palestiniens. il y a eu Oui, on un y nouveau va. Premier ministre qui a été donc décidé, c'est Naftali Bennett. C'est un petit peu compliqué, hein, les élections en Israël, mais en gros, le Premier ministre, donc, il est ici d'une coalition de plusieurs partis, dont le sien qui est un tout petit parti, puisque je crois qu'il a que 6 députés à la Knesset, qui compte 120 députés. Et donc c'est un ultra religieux, hein, c'est un proche de Netanyahou. Il se situe lui-même à la droite de Netanyahou, qui est déjà bien à l'extrême droite, donc ça nous situe un peu le bonhomme, mais c'est une nouveauté, c'est-à-dire c'est la première fois que ce n'est ni un socialiste, entre guillemets, ni Travailliste, oui, c'est ça. un gars on va dire, de nationaliste de droite à la Netanyahou. Donc c'est un religieux qui sont traditionnellement quand même plutôt alliés au Likoud, hein, quand même, depuis longtemps. Et voilà, donc on peut dire que ça change pour que rien ne change. S'il y a des choses qui vont changer, à la limite c'est en pire, parce que ce mec-là, c'est pas un tendre. Si on se fie à ses déclarations passées, tu peux peut-être nous en dire un peu plus de ce que tu Oui, en en penses. fait, c'est effectivement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que systématiquement, les Israéliens, quand ils discutent, quand ils sont, comment dire, en dissension entre eux, ils tapent davantage sur les Palestiniens pour recréer une certaine cohérence, parce que la seule base commune, c'est la répression des Palestiniens, c'est la volonté de rester et de chasser les Palestiniens de leurs terres pour la prendre et pour augmenter les colonies. Donc, ils font pas du chantage, mais en fait, ils essayent de gagner encore plus de la base et encore plus de voix en accentuant l'agression contre les Palestiniens. C'est exactement ça, et depuis toujours, ça a été comme ça. Et il faut Donc, préciser que voilà, aujourd'hui, ça va dans ce sens. Pardon. Oui, vas-y. il faut préciser aussi que le sionisme religieux appliqué à la politique, ça donne en fait une envie de posséder la Judée et la Samarie, toutes les terres entre le Tigre et l'Euphrate et même jusqu'au Nil en fait. Donc ça veut dire prendre des terres à l'Égypte, ça veut dire prendre la Jordanie, ça veut dire prendre une partie de l'Irak, une Tout partie de la à Syrie. fait. Donc C'est tout le projet expansionniste. D'ailleurs, de toute manière, jusqu'à présent, et vous le savez, l'État d'Israël, l'État d'occupation, en fait, refuse de dessiner des frontières. Il n'a pas de carte, en fait, hein. Il refuse de dessiner des frontières parce que pour avoir justement cette liberté dynamique, je dirais, d'extension de ces frontières. Donc, on ne peut pas parler d'État, puisque c'est un État qui n'a pas de frontières.
Et on ne peut pas parler non plus d'un peuple puisque c'est une religion. Une religion ne détermine pas un peuple. Donc voilà. Alors, je voudrais aussi ajouter un petit truc qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup dans les juifs eux-mêmes, il y a aussi un mouvement antisioniste. Il y a de juifs antisionistes qui subissent aussi en même temps et qui soutiennent la décolonisation et qui soutiennent aussi les Palestiniens. En même temps, ces juifs-là, ils font aussi l'objet d'une grande répression. Mhm. Voilà. Alors, pour en terminer avec ce premier point sur la Palestine, euh, tu m'avais parlé en introduction du Hamas en préparant cette interview. Oui, Donc, au-delà de la médiation égyptienne et qatari, dont on a vu ce qu'elle a donné, le Hamas oui, a rencontré un représentant de l'ONU, je crois. oui. En fait, l'ensemble des Palestiniens, il y a eu une rencontre, effectivement, suite à la médiation égyptienne et qatari. Il y a eu une rencontre avec un représentant de l'ONU qui s'est avéré, en fait, selon la déclaration du représentant de Hamas, c'était un échec total. C'est que l'ONU n'a pas compris le détail des droits du peuple palestinien, n'ont pas compris le besoin du peuple palestinien, n'ont pas compris qu'ils ont besoin de vivre en paix, ils n'ont pas compris les besoins même immédiats de sécurité et de protection du peuple palestinien. Et donc, ils n'ont rien compris à tout ça, mais ils veulent imposer, ils continuent quand même à plaider pour la défense de cet état d'occupation et à être, de ce fait, ils se rendent complices en fait avec lui. Vraiment, il dit à la fin de sa déclaration que de toute manière, nous n'avons pas d'autre solution que d'accentuer la lutte populaire pour l'indépendance et pour la libération de la Palestine et que tout le peuple soit uni dans cette lutte. Donc voilà, c'est ça. Donc ils reprennent effectivement, alors il y avait, comment dire, on avait l'impression d'avoir établi un rapport de force, pas l'impression, c'était une réalité à la fin de cette confrontation du mois du Ramadan, dans laquelle la résistance palestinienne a bien imposé effectivement une nouvelle règle du jeu en montrant un rapport de force différent. Et ben, par le fait qu'il y ait eu cette trêve entre guillemets, là, il y a une volonté de leur faire tout perdre et puis de revenir à la case départ. Chose qu'ils refusent et c'est sûr qu'ils vont refuser et ils vont continuer à décider, à se mettre ensemble pour continuer le combat. Mhm. Voilà. Alors, avant de parler de la Syrie, on va parler, puisqu'il y a une sorte de vent nouveau de chef d'État, hein, il y a pas mal d'élections en ce moment, on en a parlé beaucoup il y a 2 semaines des élections en Syrie, donc on va pas Mm. forcément réaborder beaucoup celle-ci, mais il y a les élections en Iran et il Mm. y a eu les élections récemment aux États-Unis, donc une rencontre Poutine-Biden. Est-ce que tu peux nous parler de ça en particulier? Alors, effectivement, je pourrais revenir un tout petit peu en Syrie pour dire les élections continuent. En fait, les gens continuent les festivités liées aux élections en Syrie et au fait que le peuple syrien a réussi à imposer sa volonté. Que effectivement, cette rencontre. Alors, je reviens sur ce que tu voulais qu'on parle au niveau de la rencontre Biden-Poutine. Je pense qu'en soi, c'est une rencontre positive puisque au cours de laquelle Poutine a montré sa volonté de dialoguer, une ouverture et au cours de laquelle il a fait même un appel aux États-Unis, disant que de toute façon, il est tout à fait souhaitable que nous traitions ensemble de manière pragmatique et constructive pour sauver la paix dans le monde.
et que il est important aussi de se référer aux règles internationales qu'il faut renforcer, qu'il est important aussi de respecter les limites de chacun et de manière à éviter les conflits. Et bon, en même temps, donc, j'ose penser qu'il a parlé de ce qui déplaisait aussi à la Russie dans la politique américaine. Les Américains n'ont pas, enfin, Biden n'a pas manqué de signaler Navalny et les soi-disant droits de l'homme, en fait, auxquels effectivement Poutine a répondu que de toute façon, les droits de l'homme aux États-Unis, d'une part, sont dans un bien piteux état. Il a rappelé George Floyd, etc. La déclaration de Madame, pas Casanova, Madame, la porte-parole en fait du ministère des Affaires étrangères, en disant que de toute façon, le fait que les Américains à différentes reprises ils ont parlé, ils ont lié l'histoire du Nord Stream à l'histoire de Navalny, etc. Tout ça, c'est de l'ingérence et ça montre aussi que de toute façon, il n'y a pas de coopération, une volonté de respect effectivement comment dire, des limites des autres, mais on continuera à travailler ensemble de toute façon. Les élections, alors pour nous, pour la Syrie, je pense que cette rencontre a été comme les États-Unis ne changeront pas leur attitude, et puis bon, donc je pense que c'était quand même positif cette rencontre à l'échelle mondiale, Hmm. disons. Voilà. Ok. Et un dernier point sur les élections en Iran. Bah, les élections en Iran, elles ont eu lieu. Il y a eu aussi euh, une participation qui, à mon avis, n'est pas très très importante, n'est pas grande comme ça a été le cas en Syrie, mais de toute façon, ça s'est soldé aussi par l'élection de Monsieur Raisi, qui est qui annonce aussi pour l'instant, c'est la confirmation de la politique iranienne étrangère qui est la même, quoi. Je dirais confirmation de la même politique. Mhm. Très bien. Alors on va passer maintenant à la Syrie, proprement dit dans le détail, avec Ouais. la résistance populaire hein, qui continue, qui progresse, notamment à Manbij. C'est ce dont tu me parlais en préparant cette interview. Donc une résistance qui s'exerce Absolument. contre les FDS, les forces. Ouais. Oui, qui sont assimilés à une force d'occupation, puisqu'il y a une partie qui est étrangère complètement et qui, en plus, aide les Américains à violer les habitations syriennes, à essayer de chasser les gens aussi, etc. Donc, à Manbij, il y a eu beaucoup d'attentats, plusieurs attentats contre les forces de Assad. Mhm. De ce fait, les forces de Assad ont augmenté leur répression contre la population syrienne et qui refuse complètement leur diktat. Et en fait, donc là, il y a eu une grande rencontre un grand meeting de solidarité et pas seulement de solidarité, mais un meeting de mobilisation pour le soutien de la population de Manbij contre Assad, de toutes les tribus arabes de Syrie, toutes les tribus syriennes qui affirment leur soutien à la population et à la résistance populaire à Manbij. Donc voilà.
Et ils leur ont mis des ultimatums, en fait, à Assad pour qu'ils se retirent, etc. Et sinon, que tout le monde va rejoindre la résistance contre eux et ils vont les pousser dehors, de fait, de Mhm. force. Mhm. Donc, ça, c'est un côté, oui, vas-y. Oui. Donc il y a également à Saké donc le vol qui continue, hein, le vol des Américains qui pillent les ressources syriennes. Comment ça se passe? Tu me parlais qu'il y avait des camions d'aide qui arrivaient et qui repartaient avec chargés de blé et de céréales. Alors, effectivement, les Américains continuent leur pillage et leur vol des ressources syriennes, aussi bien en pétrole que en grains. Et en même temps, ils continuent à soutenir Assad. Il y a donc tous les jours des centaines de camions qui entrent avec des grands blocs et des grands comment dire matériels, du grand matériel qui rentre à Assad, pour Assad et qui repartent donc avec plein de grains, des centaines de tonnes de blé syrien et qu'ils récupèrent. En fait, ils vident les silos d'un côté, donc le grain qui a échappé aux incendies l'année dernière, plus le nouveau grain, là, puisque c'est la période de la moisson en Syrie et qui a eu lieu déjà et qui commence à être moissonné et qui sert comment dire, à l'alimentation du peuple syrien. Mhm. Donc là, il y a tous les jours 130 comment dire, 130 camions qui rentrent et qui sortent par le passage El Walid, qui est un passage illégal et qui passe par Arbil et qui va dans la base de Shadadi des Américaines. Donc, Donc quand tu dis là, Erbil, c'est ce qu'on appelle le Kurdistan irakien. Donc, oui, c'est la partie kurde de l'Irak qui effectivement n'est pas, qui est contrôlé enfin bon, qui est contrôlé par oui, Barzani, qui est un proche d'Israël et des États-Unis. voilà, Ok. exactement, tout à fait. Alors, donc, un autre point qui est important pour Hasakeh, parce que l'occupant turc aussi, qui prétend être contre Assad et qui prétend être contre les Kurdes et contre la création d'un État kurde, etc. L'occupant turc, il continue à piller la région, en fait, à couper l'eau de la base de Halouk, là, du centre de Halouk. Et aujourd'hui, ça fait 20 jours, encore une fois. Ça fait 2 ans, en fait, qu'ils continuent à couper l'eau, ils remettent un peu l'eau, etc. Et aujourd'hui, ça fait 20 jours que l'eau est coupée, alors que c'est une saison sèche et il fait très chaud en Syrie, etc. Et donc, les Turcs piquent aussi même les fils électriques, en fait, qui permettent aussi l'activation de la base, l'alimentation de la base. Donc, Hmm. c'est absolument, enfin, du centre de distribution d'eau, je peux dire, de Halouk. Et c'est vrai que c'est en même temps, c'est du terrorisme. C'est un terrorisme total contre la population. C'est ajouté aux tentatives donc qui s'ajoutent aux tentatives d'affamer le peuple syrien, qui s'ajoutent aussi au terrorisme, qui s'ajoutent au fait de vouloir provoquer un exode du peuple syrien aussi pour qu'ils prennent leurs terres, qu'ils prennent les terres, etc. Et là, cette volonté d'assoiffer le peuple pour éviter tout ce qu'il y ait comme moyen de vie, en fait. Il y a Bon, également ajouter il y a également des incendies, hein, assez nombreux dont tu me parlais. exactement. Alors, il y a aussi les incendies des nouvelles récoltes aussi. Ça, c'est aussi bien du côté de l'ouest que du côté de l'est, hein. Ils font des incendies. On a vu à nouveau des incendies de forêt, à nouveau des incendies de récoltes et même des incendies comme ça qui se déclarent
dans un atelier pour fabriquer le bois, dans un truc, dans une petite usine qui a redémarré. Et tout ça accompagné d'une grande pression contre la population à Afrin et dans toute la partie occupée par les terroristes soutenus par la Turquie, une grande volonté de turquisation de la population, une distribution de cartes d'identité turques. Les terroristes piquent les papiers des Syriens des personnes, de tout le monde, et leur distribue de fait des papiers d'identité turcs. L'ouverture de centres d'administration turcs, c'est toute la région de Afrin, en fait, la région d'Idlib Mhm. et Alors, Alep. Hein. Et puis, plus, en fait, les programmes turcs qui sont imposés dans les écoles, la langue turque qui est imposée dans mhm. les écoles, mais aussi dans les démarches administratives, et donc l'histoire turque qui est enseignée, etc. Donc une volonté de turquisation totale de la population syrienne d'Idlib. Alors, cette interview touche à sa fin, donc avant de Mm. terminer sur quelques points positifs, Waouh. j'aimerais que tu commentes ces propos d'Erdogan qui aurait déclaré récemment qu'il n'avait pas été bien payé en retour pour tout ce qu'il avait fait en Syrie. Alors, à quoi est-ce qu'il On fait sait allusion? que On sait qu'il a organisé un congrès international en Antalya, en fait en Turquie, au cours duquel, justement, il disait qu'il n'a pas été suffisamment rémunéré pour tout le chaos qu'il a créé en Syrie pour le compte de ses alliés et que c'est quand même pas pensable, etc. Pour moi, enfin pour moi, pour nous tous, quand même, c'est une reconnaissance claire de sa coopération et collaboration avec les terroristes. Hein. Ça d'une part, mais d'autre part, il est important de voir aussi que il continue effectivement à soutenir les terroristes de Nosra, de Daesh, etc. Daesh aussi de tous les côtés. Que aussi ces terroristes continuent aussi à bombarder les villes syriennes du gouvernorat d'Alep d'un côté et du gouvernorat de Hama de l'autre côté. Il y a tous les jours encore des blessés aussi et des morts dans ces bombardements. Ils visent comme ça, ils envoient des missiles. Et dernier point aussi, bon, ceci n'empêche pas effectivement la Syrie, le peuple syrien de continuer à travailler pour reconstruire et Voilà, c'était relancer le point que je la voulais aborder. machine économique syrienne, Mhm. justement pour relancer la machine économique Tu me parlais notamment de pour Khan Cheikhoun. faciliter la vie. Hein? Tu me parlais Oui, du notamment de la ville côté de Khan de la Cheikhoun. ville de Khan Cheikhoun, de la ville de Homs, de la ville des gouvernements, des différentes villes du gouvernorat d'Alep qui ont été libérées récemment. Donc, il y a quand même la machine de la construction et de la reconstruction en comptant sur nos propres forces et relancée. Ça d'une part, que d'autre part, il y a aussi des grands succès, je dirais, des Syriens qui se font comme un grand film qui s'appelle Ça, c'est ma patrie, qui va être, c'est un film, c'est pas un film, c'est un feuilleton qui commence à être diffusé, qui a commencé à être diffusé ce dimanche 20 juin sur la télé, sur les télés syriennes, sur les canaux, les chaînes des télé syriennes, Ça fait tout que qui parle des 10 années de guerre, hein, qui est, voilà, c'est une documentation, je dirais, historique des grands exploits de la population syrienne et dans ces 10 années noires de guerre. mhm. Et en même temps aussi, donc il y a eu la journée internationale, à l'occasion de la journée internationale du yoga, le lancement aussi d'un festival de yoga dans toutes les villes de la Syrie Mhm. pour aider
comment dire, à la santé psychologique et mentale après ces 10 années de guerre. Donc ça, c'est guérir, guérir les conséquences de ces 10 années de guerre sur Ce la traumatisme, pensée, sur, exactement sur les gens. très En important. même temps, C'est très voilà, en important. même temps, Alors tu m'avais parlé également euh, d'un workshop les, syrien et irakien. voilà, donc la Syrie continue donc à sceller des liens avec les pays voisins pour une coopération économique importante en fait dans l'ensemble de la continuité, je dirais, territoriale de la Syrie et de l'Irak. Donc, Ça concernait ça quand concernait on est la voisin, reconstruction, c'est important, hein, voilà, et on la scelle les résistance à liens, l'embargo, la lutte contre le voilà, terrorisme. C'était le genre de sujet qui était absolument. abordé pendant ces Tout rencontres. à fait. Donc là, ça a été abordé. Et puis, bon, je rappelle quand même, auparavant, il y avait déjà des dizaines de traités qui ont été signés. Et là, le workshop vient en réalisation concrète, je dirais, de ces traités qui ont été signés avec l'Irak, justement pour une coopération au niveau de l'économie et une véritable collaboration et résistance commune, je dirais. Oui. Et alors, dernier Euh, point qu'on va aborder ensemble, Aïssar, c'est ouais, le congrès pour la mise en place de la réforme administrative en Syrie. Donc ça, c'est un chantier qui absolument. avait commencé il y a 5 ans. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolument. Un chantier très important qui a commencé il y a même un peu plus de 5 ans. Je crois que ça a été lancé en 2011-2012, hein, effectivement. Et là, enfin, il y a eu déjà un premier congrès, et là, c'est le deuxième congrès qui concerne donc là, le premier congrès, c'était pour le lancement du projet, et là, le deuxième congrès, c'est pour la mise en place, en fait, des résultats qui sont proposés par ce projet. L'objectif de ce projet essentiel aujourd'hui, c'est de rendre l'administration syrienne une administration plus souple, plus conviviale et plus légère et qui a pour objectif effectivement de servir le citoyen et où qu'il soit. Donc, on parle de guichet unique, on parle de faciliter l'ensemble des démarches administratives, quelles qu'elles soient, etc. Et ça, c'est un chantier important qui va, je dirais, moderniser les structures de l'administration dans l'État syrien et ça va faciliter la vie de beaucoup de gens, notamment ceux qui sont en province, parce que jusqu'à maintenant, pour les démarches, il faut qu'ils viennent dans la capitale, il faut qu'ils viennent à Damas pour mener leurs démarches. Or, le fait de pouvoir les faire à distance et puis par un guichet unique, je crois que ça va faciliter la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Ça, c'est un point crucial, je dirais, dans l'avancée syrienne, ajouté au fait qu'il y a toujours il y a les technopoles, la technopole de Adra qui a redémarré aussi complètement. Donc, il y a eu une visite du président Assad à cette technopole pour favoriser aussi la production et puis le redémarrage de l'économie. De la même manière Cherneja, je crois, à Alep, d'abord la technopole d'Alep. Et puis voilà, donc les choses avancent, le peuple syrien ne chôme pas et malgré l'embargo, malgré toutes ces mesures coercitives qui sont imposées par le monde occidental sur le peuple syrien, essayent donc de produire, de résister et puis de consolider son indépendance, consolider sa souveraineté, malgré une destruction effrayante de l'ensemble de l'infrastructure qui a eu lieu pendant ces 10 années de guerre. Voilà. Aïssa Midani, merci beaucoup pour ton témoignage et tes analyses. Et je te dis à dans 2 semaines. Merci. Merci, merci Raphaël, et au revoir à tous.